Bienvenue au Hackfest. Je me suis promis ce matin de remercier tout de suite le comité du Hackfest, puisque l'année passée, notre conférence a terminé comme vraiment pile à l'heure qu'on avait eue. Donc, je voulais remercier le comité du Hackfest de nous accueillir. Et c'est la deuxième année, donc Sylvain et moi, on fait des conférences sur les enquêtes informatiques. Puis, vous êtes habitués de venir ici avec des conférences sur la sécurité, le hacking. Voilà, ça fait 2 ans qu'on a du forensique, donc c'est génial. Merci beaucoup au comité du Hackfest, Patrick et toute son équipe. Donc, mon nom, c'est Nadia. Sylvain. On va parler de stratégie de fouille et de recherche de preuves numériques. Donc, qui je suis? Je suis conseillère en sécurité de l'information au Bureau de sécurité de l'information à l'Université Laval, au bureau, au BSI. Et je suis aussi depuis presque 1 an chargée de cours au Cégep Garneau, au programme d'attestation d'études collégiales en cyber-enquête. C'est une première cohorte, 2e cohorte l'année prochaine. Si vous voulez vous embarquer dans la cyber-enquête, gênez-vous pas. À l'Université Laval, je suis responsable de la gestion des incidents, les tests de vulnérabilité et aussi, naturellement, le soutien informatique aux enquêtes. Et ça fait presque 2 ans que je suis à l'Université Laval et j'aime bien ça. Sylvain? Je suis Sylvain Desharnais, j'ai 25 ans d'expérience dans le domaine. Je suis consultant dans ce domaine-là. J'ai la plus grosse part de mes occupations, ça se dirige vers de la formation. Formation universitaire, formation dans le privé. Je suis auteur d'un certain nombre d'articles. Fait que je m'étends dans plusieurs activités au niveau de l'investigation numérique. Il faut dire, ce soir à 19h, on présente un atelier et ça va être un atelier pratique, c'est-à-dire qu'on va demander aux participants de répéter les expériences, les actions qui vont être faites par les animateurs en avant. Et on a choisi de mettre en avant des jeunes de la relève, justement, pour leur permettre de faire leurs premières armes en termes de présentation. C'est des jeunes qui sont familiers avec les activités qu'ils vont présenter. Mais alors c'est ça, on veut préparer de la relève dans notre domaine. Donc, la conférence d'aujourd'hui, c'est un petit peu la suite de l'année passée. L'année passée, c'était Forensique 201. On avait parlé des 4 grandes étapes d'une enquête informatique, qui sont l'acquisition, la restauration, l'analyse et le rapport. Donc, on avait appelé ça Forensique 201. Techniques d'enquête et outils avaient été présentés au Hackerspace à l'été 2015. Et donc, c'était nos deux premières expériences en forensique avec le Hackfest. Les présentations sont toujours sur le channel YouTube de Hackfest. Donc, aujourd'hui, on parle des méthodes pour retracer les données, les preuves sur un disque dur, sur un média, sur une clé USB. On se met dans un contexte pourquoi il faut suivre les normes d'enquête quand on fait une recherche de preuves. C'est naturellement pour aller amener la preuve à la cour. Donc, il faut y aller en respectant les normes. Aussi, il faut avoir des fois, ça peut être aussi tout simplement pour rechercher l'information que quelqu'un a perdue sur un disque dur. Donc, il faut y aller quand même avec certaines techniques. Pourquoi vouloir à tout prix énumérer et décrire les stratégies? On va parler de stratégie aujourd'hui. D'abord, c'est pour mieux comprendre ce qui est possible de faire avec les logiciels, avec les techniques, pour aller rechercher la preuve. Pour mieux planifier aussi notre action, notre plan de match. Quand on est devant un logiciel et qu'on commence notre enquête, il faut avoir un plan de match avant même de l'ouvrir, notre image. Donc, il faut savoir un petit peu dans quoi qu'on va
s'orienter pendant l'enquête. Et naturellement, faciliter la divulgation de la preuve ordonnée quand on va la présenter au tribunal, si on va jusque-là. Les stratégies, Sylvain va les présenter, mais ce que je voulais dire aussi sur les stratégies, c'est que quand vous êtes dans un contexte d'enquête criminelle, le crime peut avoir eu lieu dans une maison, dans une forêt, sur le bord de l'eau, une station de métro, n'importe où. Donc, vous allez avec des stratégies différentes. Quand vous enquêtez sur un crime qui a eu lieu dans une forêt, c'est pas pareil que quand ça a eu lieu dans une maison. C'est plus étendu. Donc, les stratégies, dans une enquête comme ça, on va y aller différemment. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va présenter, c'est les stratégies dans une enquête informatique. C'est un petit peu l'amalgame à faire. On voit souvent le cas où on fait une enquête informatique dans le cas d'un crime. Ce n'est pas le seul contexte qui existe, mais par contre, les précautions qu'on doit prendre quand on enquête sur un crime, c'est des précautions qui sont toujours c'est très méticuleux comme approche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit un crime ou que ce soit une simple infraction ou un simple manquement à l'éthique, les précautions à prendre doivent être les mêmes parce qu'on ne sait jamais où est-ce que ça va se ramasser en bout de ligne. Est-ce qu'on va aller simplement devant l'administration ou si on va se rendre jusqu'à un tribunal administratif ou un tribunal criminel. Donc, le pourquoi on a appelé ça une stratégie, c'est parce que ce n'est pas vraiment des méthodes ou des procédures. Ici, il s'agit simplement d'avoir une approche plus formelle, beaucoup plus structurée de l'enquête informatique. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser chacune des 10 stratégies qu'on va vous montrer? Non. Mais par contre, ce qui va arriver bien souvent, c'est qu'on va faire une combinaison idéale de stratégies. Okay? Et pour ça, ce qu'il faut, c'est simplement penser à notre affaire d'avance. Voilà, fait que c'est une question de réflexion avant d'aborder l'investigation. Ça en a sorti, peut-être. Oh! On rembobine? Oui. On y est? Oui. OK. Parce que ici, on avait 3 tableaux, 3 colonnes, données, exploration du contenu et les métadonnées. Donc, c'est ça qu'on va vous parler. Oui, c'était un tableau résumé. Résumé. Bizarre. OK. C'est de l'informatique, alors on ne s'étendra pas sur les causes de ça. Faire une enquête. On va faire une enquête. Alors, ici, on vous donne la définition classique de ce qu'est une métadonnée. C'est une donnée à propos des données. C'est tout simplement des éléments qui vont être soit à l'intérieur du fichier même, du fichier de données, ou des éléments qui vont être localisés à l'extérieur. Vous allez dire que c'est quasiment une lapalissade de dire ça. Les données en question, les métadonnées, sont soit dans le fichier, soit pas dans le fichier. OK? C'est tout simplement la raison pourquoi je vous mentionne ça, c'est que selon qu'ils sont à l'intérieur du fichier ou qu'ils sont à l'extérieur du fichier, on va leur donner un nom différent. Donc, on a 5 types de métadonnées. On a les intradonnées qui sont à l'intérieur du fichier, les paradonnées à l'extérieur, les extensions de fichiers qui sont un type de paradonnées, mais qui sont un type très spécifique. Les signatures de fichiers, dont on va vous parler, les propriétés des fichiers. Donc, les intradonnées sont localisées soit dans l'entête du fichier, soit dans le pied du fichier, c'est-à-dire après le bloc de données. Généralement, les données d'un fichier vont être localisées dans le milieu du fichier. Quand on regarde le code, alors on va voir l'entête,
on va avoir les données et on va avoir le pied du fichier. La raison pour laquelle c'est important de réaliser qu'il y a une différence entre chacune de ces métadonnées-là, c'est tout simplement, ça nous amène à prendre des précautions quand on va faire de la copie de fichiers. Si on fait une copie simple avec un explorateur de fichiers, les intradonnées vont être emportées. Mais par contre, tout ce qui est de paradonnées va être modifié. Donc, ce qu'on peut trouver dans les intradonnées, on vous donne une courte liste. Ce n'est pas seulement ces éléments-là. On va utiliser des logiciels, entre autres, pour faire de l'exploration d'intradonnées. Par exemple, dans les JPEG, on va utiliser GeoSetter. Pour d'autres types d'informations, on va utiliser des éditeurs hexadécimaux. Ici, HXD, que je vous présente, c'est un éditeur hexadécimal pour des fins forensiques. C'est un éditeur hexadécimal gratuit. Il y en a d'autres qui existent, qui sont vraiment d'une meilleure qualité, entre autres WinHex, mais celui-là, pour pouvoir mettre la main dessus, c'est 150 $ canadiens par année. OK? 150 $ pour une licence à vie, mais vous êtes abonné pendant 2 ans aux mises à jour. Un exemple d'intradonnées, si vous regardez les intradonnées en question, c'est un fichier JPEG et on retrouve le titre de la photo, l'appareil qui a pris cette photo-là, la date de la photo et l'auteur de la photo en question. Donc, il y a beaucoup plus d'informations à l'intérieur de ça. Par exemple, on pourrait, à l'intérieur d'une photo, ça va arriver souvent qu'on va retrouver des coordonnées topographiques. L'altitude, la direction dans laquelle l'appareil pointait au moment de la prise de photo, la localisation GPS, etc. À l'intérieur d'un fichier Word, un type d'intradonnées, on va retrouver les versions précédentes du document. Pour les paradonnées, on va retrouver ça généralement dans les catalogues. Chaque type de système de fichiers, on va se retrouver avec un index qui permet de retracer les fichiers à l'intérieur de la partition. Et c'est un genre de catalogue. Alors, le catalogue, qu'est-ce qu'il dit? C'est tel fichier, il est localisé dans tel secteur, puis je suis capable de le récupérer de telle façon. Il y a tant de secteurs consécutifs, ça a été sauvegardé tel jour, telle heure, par telle personne. Donc, ces paradonnées-là, on peut les emporter quand on fait une copie forensique d'un fichier. Ce qui permet de faire une enquête sur les paradonnées sur le fichier en question. Alors, si vous regardez à l'écran, les paradonnées en question, c'est les paradonnées du fichier JPEG que je vous présentais il y a quelques minutes. Donc, on va voir la date, qui est 4 blocs. On va voir le titre, on va voir l'extension. Un petit peu plus loin, on va voir les secteurs dans lesquels c'est sauvegardé. Mais tout ça, c'est codé. Donc, pour pouvoir faire enquête là-dessus, il faut être en mesure de décoder. Donc, il faut savoir à quel endroit les informations se trouvent, puis comment les convertir en données standards. Alors, une date qui s'exprime comme 00CA E2 10 2E B7 CE 01, si vous présentez comme ça à la cour, le juge va faire comme... Du chinois. C'est pas une preuve. Mais par contre, si vous en faites une interprétation, puis que vous dites que c'est au mois de juin 2003, là, il va accepter ça.
Probablement parce qu'il n'est pas capable de dire le contraire, mais c'est comme. Il a besoin de vous pour la décoder. Extension de fichier. Donc, extension de fichier, vous savez tous c'est quoi? C'est ce qui suit notre petit point, point doc, point JPEG, point PDF. Donc, sont utilisés pour le système d'exploitation pour faire le lien entre le fichier et le logiciel qui l'a créé. C'est aussi un moyen de camouflage par excellence pour les utilisateurs malveillants et nos pirates et Ceux qui sont naïfs. Naïfs parce que c'est très facile à détecter. Et ça envoie aussi comme message, bien, si j'ai utilisé des techniques pour camoufler l'information, bien, c'est parce que j'avais l'intention de cacher mon information. Et qui dit intention dit mens rea, et après ça, bien, c'est lactus reus. Donc, l'intention est là et ça cache quelque chose. Donc, c'est détectable quand même assez facilement. Le plus utilisé, oui, c'est ça, donc pour cacher l'information. Mais avec les logiciels que vous allez voir ce soir, si vous venez à l'atelier, c'est très facile. On a une fonction qui s'appelle mismatch. Donc, le mismatch va détecter, il va vous indiquer tout de suite le fichier que l'extension a été changée. Ça nous donne quand même l'information de filiation, si on peut dire, donc de mettre en place donc une exploitation du fichier lorsqu'on n'a pas le logiciel original. On va quand même être capable de faire quelque chose avec. Et on va, par exemple, quand vous êtes dans votre explorateur Windows, vous allez voir vos extensions, mais il ne faut pas y croire toujours. On va le voir avec FTK Major et Autopsy ce soir. Donc, signature de fichier, ça va très bien de pair avec l'extension quand on change notre extension de fichier, un point JPEG au lieu d'un point doc. Donc, c'est les 2 à 8 premiers octets du début de fichier qu'on a vu tantôt. On peut l'avoir, non, on ne l'a pas. Donc, c'est ça, c'est les premiers octets de l'entête. On appelle ça le chiffre magic ou le magic number, le magic byte. C'est là qu'on va voir réellement c'est quoi qu'on avait comme fichier. Donc, si on a un JPEG et qu'on le transfère en point doc et qu'on l'ouvre dans un hexadécimal, on va voir tout de suite, notre entête, c'est FFD8 et non pas un point doc. Et encore là, FTK Major et Autopsy va vous indiquer que c'est un mismatch. Donc, et quand vous allez ouvrir, vous autres, des fois, on essaie d'ouvrir un JPEG, puis on n'est pas capable de l'ouvrir, ça vous dit non, c'est pas un JPEG que vous essayez d'ouvrir. Donc, ça vous donne des erreurs Windows comme ça. Et on voit la FFD8, c'est notre indication que c'est un JPEG. Là, on a une image montagne-grenat.jpg. Et on voit FFD8 tout de suite en partant, donc on sait qu'on a affaire à un JPEG. Mais la personne a peut-être créé un point doc, mais on le voit tout de suite. Voulez-tu ajouter quelque chose ou non? Okay. Ici, je vous ai mis, parce que les PDF des présentations seront disponibles après le Hackfest. C'est un site qui vous fournit toutes les entêtes de fichiers. Les signatures, c'est super intéressant parce que peut-être que Sylvain connaît tout ça par cœur, mais pas moi. Donc, c'est très bon. Il y a plusieurs formats qui sont là. Et c'est intéressant à avoir près de soi quand on fait une enquête. Propriété de fichier. Oui. OK. Les propriétés de fichiers, c'est des types de paradonnées, en fait. On va retrouver ça à l'extérieur du fichier. On va retrouver ça souvent dans le catalogue. La plupart du temps, en fait, ça va être dans ce catalogue-là. Et c'est des propriétés diverses. Hein? Alors, ça va être la date à laquelle le fichier a été créé, la date à laquelle le fichier a été modifié, l'auteur du fichier, etc. Donc, ça, c'est un style d'information qu'on va aller chercher. Je vous rappelle qu'on est en train de parler
de stratégie de fouille. Donc, comment on va circonscrire les éléments qui constituent des preuves qu'on va fournir par la suite. Hein, on est en train de faire une investigation et on veut avoir une approche qui est très formelle de l'investigation. Donc, c'est un des éléments qu'on va rechercher. Si la personne qui est soupçonnée d'avoir volé des fichiers, ben, on sait approximativement à quelle date les fichiers ont été créés, donc on va centrer ça sur la date de création des fichiers. Et ça n'a rien à voir, si la personne a transféré ça sur une clé USB, par exemple, il y a des dates qui vont quand même suivre le fichier, qui vont être copiés en même temps que le fichier. Donc, voilà, ça c'est d'autres propriétés sur lesquelles on peut asseoir notre investigation. Les données. Alors, la liste des données qu'on va regarder, la façon, c'est plutôt la façon qu'on va regarder les données ici qui est concernée. Donc, l'exploration des données comme telles, les empreintes numériques, communément appelées le hash. Donc, si vous entendez parler de hash, la traduction française, empreinte numérique, et ça dit ce que ça veut dire. Quand on témoigne à la cour, il faut faire de la simplification. Hein? OK? Parce que les personnes qui sont là sont spécialisées en droit, ils ne sont pas spécialisés en informatique. Donc, il faut amener le vocabulaire à un niveau qui sont susceptibles qui est susceptible d'être pris en charge par ces personnes-là. Donc, si vous parlez d'empreintes numériques, ils vont faire le parallèle avec les empreintes digitales. Et c'est exactement ce qu'est cette utilisation du hash. On va aussi avoir des mots-clés, des phrases-clés, et on va utiliser des expressions régulières. L'exploration de données, on rouvre le fichier puis on regarde à l'intérieur. C'est un style d'exploration de données. Okay? Vous allez dire, encore une fois, c'est quasiment une évidence. Oui, sauf que quand on veut prendre une approche formelle, ben ça, c'est le genre d'évidence qu'il faut placer dans une petite case à l'intérieur de notre approche. Est-ce que oui ou non, on va ouvrir des fichiers? Soit dit en passant, avec un original, on n'ouvrira jamais un fichier sur un original, sauf si on a installé des fonctions de blocage, des logiciels de blocage ou un appareil qu'on appelle, devinez quoi, un bloqueur. Et un bloqueur forensique, ben c'est entre 250 et 700 $ US. Minimum. Hein? Il y en a encore des 5 000 et 10 000. Oui. En forensique, c'est sky is the limit. Hein? Oui. Les appareils, on les paye. C'est pas évident. Mais par contre, il y a des bloqueurs logiciels pour faire des petits jobs. Fait que, 50 pièces. Les bloqueurs logiciels? USB. Gratos. Ou gratuit. Oui. Ouais. Ah oui. Ou un petit tableau, ouais. 400 pièces à peu près. Oui. Fait que quand on fait de l'investigation numérique, il faut vraiment avoir l'équipement qui va avec. Donc, on va utiliser un bloqueur ou on va utiliser des fonctions lecture seule ou on va utiliser des logiciels qui sont en mesure de nous garantir que ça va être en lecture seule. Donc, je vous donne quelques bonnes adresses si jamais vous avez 1, 2, 3 000 piastres à mettre là-dessus, qui traînent dans votre portefeuille. Il y a des bonnes adresses. Par contre, il y a certains éléments qui sont gratuits. On regarde FTK Major et Autopsy. Dans ma consultation professionnelle, c'est de ça que je me sers. OK?
parce que ça fait la job. Parce que je sais à quel endroit je vais trouver les informations. Alors, je n'ai pas besoin des logiciels commerciaux qui sont beaucoup plus... vous allez trouver le terme méprisant, là, mais c'est du Nintendo Forensic. Alors, c'est comme... Tout est automatisé, mais ça va vous coûter 3 000 US en partant. Fait que moi, j'utilise Autopsy. Autopsy est gratuit. C'est un des logiciels qu'on va vous présenter ce soir. USB Write Block, c'est gratuit. C'est un logiciel qui est offert à tout le monde. Fait que, donc, on peut se débrouiller à un coût qui est relativement modeste. Les empreintes numériques, comme je le disais, c'est comparable aux empreintes digitales. 2 fichiers avec un contenu différent ont très peu de chances d'avoir le même hash, la même empreinte numérique. Ça existe. L'Université de Stanford, après quelque chose comme 2 ans de recherche, puis du traitement sur des méga-ordinateurs, ont réussi à créer 2 fichiers avec un contenu différent, puis ayant le même hash. Ça, c'est quelque chose que des étudiants vont utiliser pour me relancer. Mais moi, je m'en fous parce que quand je m'en vais dans une entreprise, puis que je tente de déterminer, je tente de démontrer à la Cour que ce que je leur présente, c'est le même fichier que celui que j'ai saisi sur place ou que j'ai recueilli sur place à l'entreprise. De 1, ça a le même hash, puis de 2, la preuve, je l'ai ramassée, je l'ai sécurisée, puis j'ai tenu mon coude dessus tout le long. Entre le moment où je l'ai recueilli puis le moment où je l'ai présenté à la Cour, c'est moi qui ai eu le contrôle. Fait que donc, il n'y a personne qui est venu le modifier puis qui a pris 2 ans avec des méca-ordinateurs pour venir faire la modification du fichier. OK? Donc, c'est une forme de corroboration que le travail a été fait correctement. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va calculer les empreintes numériques le plus tôt possible dans le processus d'investigation. Je ramasse la preuve, automatique, je vais aller calculer le hash du média, puis le hash de chacun des fichiers sur le média. Quelques logiciels, donc, qui font du calcul efficace à cet égard-là. Les 3 qui sont mentionnés sont gratuits. On commence à avoir un bon lot de logiciels gratuits. Donc, ça, c'est quelque chose qui est... Mais il faut connaître sa business. Qu'est-ce que le logiciel fait, puis qu'est-ce que tu veux démontrer en bout de ligne. Ça, donc, on a des jeux d'empreintes numériques. On va utiliser ça à 2 grands objectifs. On va vouloir exclure les fichiers dont on connaît la provenance, comme par exemple, quand vous installez un système Windows, il y a un certain nombre de fichiers. Il y a très peu de chances que ces fichiers-là contiennent des preuves relativement à votre enquête. Donc, vous ne voulez pas les voir, ces fichiers-là. Donc, on va s'en servir pour les sortir des fichiers qui vont être affichés dans l'interface. Ça va venir nous dire, regarde-les même pas, ce fichier-là. Il ne sera pas utile. Ou, comme par exemple, dans le cas de vol de documents, ben, on va être capable de calculer l'empreinte numérique du document qui a été volé, puis on va tout simplement chercher ce hash-là. Donc, on est en train de sauver du temps parce qu'on va aller directement sur la preuve à ce moment-là. Il y a des jeux d'empreintes numériques. L'adresse qui vous est donnée, c'est justement un jeu d'empreintes numériques pour faire d'une part de l'exclusion et d'autre part, il y a toutes sortes de fichiers, par exemple en pédoporno, en pornographie infantile, qui sont stockés dans ce jeu d'empreintes numériques-là. Logiciel efficace, encore une fois. On peut toutefois constituer son propre jeu d'empreintes numériques.
Donc, si vous enquêtez sur un document qui a été volé, il est possible de formater un jeu d'empreinte numérique. Il faut juste savoir comment c'est fait. C'est un fichier CSV tout bête qui est utilisé. Mais il faut faire le formatage correctement. Il faut que les champs se suivent dans la bonne séquence, tout simplement. D'ailleurs, ce soir, on va utiliser un de ces jeux-là que j'ai fabriqué. Et le montage de ça, c'est quand tu sais comment le faire, simple, très, très simple. Recherche par mots-clés, ça, si vous allez à la cour, vous allez vous rendre compte que les avocats, ils n'ont que ça en bouche. C'est un bon moyen de faire de la recherche d'informations, mais ce n'est pas le moyen. OK? C'est-à-dire, il ne faut pas juste faire de la recherche par mots-clés, parce que c'est trompeur. Il y a certains fichiers qui ne sont pas visités. Quand on fait avec Windows Explorer, quand on fait une recherche par mots-clés, il y a des fichiers qui sont sortis, qui ne sont même pas visités. Donc, c'est plus ou moins bon quand c'est fait n'importe comment. Mais par contre, quand on utilise un logiciel qui est capable de faire la job, comme Autopsy, ça veut-tu dire que j'ai trop parlé? OK. Des causes de faux positifs, c'est-à-dire que de faux négatifs, par contre, alors, si vous cherchez le mot Desharnais dans un fichier, puis que vous l'écrivez en 2 mots, vous n'allez pas retrouver mon nom. OK? Ou si vous faites une erreur, vous l'écrivez sans un H, ben encore une fois, OK? Alors, il faut avoir l'orthographe correcte, ça c'est de 1, mais il faut avoir l'orthographe qui a été utilisée aussi. Et parfois, ce que les personnes du milieu vont faire, c'est qu'ils vont s'entendre sur un certain vocabulaire. Alors, vous ne retrouverez pas héroïne décrit dans les textes que les malandrins s'échangent. Vous allez retrouver Blanche-Neige, vous allez retrouver de la blanche, de la farine, du sucre, toutes sortes de choses pour ne pas prononcer le mot, OK? Pour ne pas faire sonner de cloche. Donc, il faut connaître le vocabulaire du milieu sur lequel vous enquêtez. Oui, il y a aussi que mauvais choix d'expression, les textes numérisés, quand on passe un texte au scanner, il y a des fois que c'est pas possible de retracer l'information, tout simplement parce que le scanner a fait une mauvaise interprétation des espaces, des lettres, des chiffres. Alors, le OCR a été fait, puis même avec les logiciels d'excellente qualité, cette contrainte-là, ce problème-là existe. Recherche par expression régulière, je vous en donne un exemple. Les numéros de téléphone. Alors, si je recherche le numéro de téléphone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, je vais retrouver forcément ce numéro de téléphone-là s'il est écrit comme ça sur mon média, sur le média sur lequel je suis en train d'enquêter. Mais par contre, si j'utilise une expression régulière, non seulement je vais retrouver ce numéro de téléphone-là, mais je vais retrouver tous les numéros de téléphone qui sont sur ce média-là. Donc, c'est un genre d'expression mathématique qui nous permet de dire à l'ordinateur, ben, tu vas retrouver les informations à tu vas retrouver les informations qui ont tel format, tel pattern. Recherche par expression régulière, ben, ça demande d'indexer d'abord le média. Indexer, c'est tout simplement faire l'inventaire de chacun des octets qui sont sauvegardés sur le média. Donc, c'est extrêmement long. Et ça, on va faire ça juste en cas de besoin. Prendre des heures et des heures. Oui, des heures. Exploration de contenu.
Donc, nos stratégies, quand on fait l'exploration de contenu, c'est quoi? C'est l'arborescence. Les lieux probables. Normalement, cette preuve-là devrait être à cette place-là. Vestiges d'informations et informations furtives. Et comme dit Sylvain, les deux dernières, c'est des bouffetants parce que c'est beaucoup plus long pour un débutant. Donc, stratégie qui devrait être utilisée d'entrée de jeu. La première chose qu'on va faire, c'est l'arborescence, c'est l'exploration de contenu. Quand vous allez ouvrir dans votre logiciel préféré, par exemple FTK ou Incase ou Autopsy, quand vous ouvrez une image d'un disque dur, vous regardez l'arborescence, vous devez tout de suite faire la différence entre un système de fichiers Windows ou Mac ou Linux. Donc, vous allez savoir tout de suite, je suis dans un terrain connu, je suis dans un système Windows, je suis dans un système Linux. Donc, ça va être beaucoup plus facile en regardant l'arborescence et le contenu comme ça. On va savoir à quoi qu'on a affaire beaucoup plus facilement. Il y a aussi que ça nous permet de savoir quel genre de logiciels sont installés sur l'appareil. Ou pas installés. Ou pas installés. On dit que c'est la stratégie la plus payante au niveau de la qualité de la preuve, mais c'est une parmi tant d'autres, comme on disait tantôt. L'arborescence, donc on va naturellement retracer facilement les noms de répertoire, les noms de dossiers, les noms de fichiers. C'est très facile et comme on disait tantôt, on va voir avec quel logiciel qu'on est en présence sur le disque dur. Donc la personne s'y a installé un TrueCrypt ou un programme qui s'appelle Wipe My Files, on va savoir tout de suite dans l'arborescence, dans le programme Files, que oups, il a installé des logiciels pour camoufler, cacher ou supprimer des données. Donc c'est comme ça qu'on va le voir. On va le voir rapidement. Donc, FTK, Major, Autopsy sont excellents dans l'arborescence de nous présenter ça. Puis, on va voir naturellement aussi la taille des fichiers, on va voir la configuration du disque dur, les partitions. Donc, on a énormément d'informations juste en regardant l'arborescence. Les lieux probables, j'ai sûrement du monde en Linux ici devant moi. Donc, par exemple, si vous cherchez les logs, vous savez que c'est dans Varlog, normalement. Donc, on sait que c'est une grosse probabilité qu'on va trouver nos informations dans notre... Ça va avec l'exploration de l'arborescence. Mais, comme on disait aussi, selon si c'est une infraction, c'est un manquement à la sécurité, un incident de sécurité, une enquête, ça va être facile pour nous quand on connaît bien notre système de fichiers, on va aller quand même assez rapidement vers l'endroit qu'on pense qu'on va avoir de la preuve facilement à aller collecter. Les probables, oui, c'est ça. Les types d'entorses, complices, faiblesse de la sécurité, bref, c'est lieu de probable et arborescence, c'est vraiment facile à utiliser comme stratégie, lié avec ça, après ça, avec les mots-clés ou les expressions régulières. L'information furtive ressemble à l'exploration des lieux probables et s'y associe souvent, contrairement à la stratégie précédente, les données sont sauvegardées à l'insu de l'utilisateur. Donc, par exemple, vous installez un logiciel, vous savez que ça va s'installer dans le programme Files, mais il va aller mettre plein d'informations dans sa base de registre ou dans d'autres répertoires. Donc, c'est à l'insu de lui, donc ça va avec. Mais c'est sûr que si on prend, par exemple, on prend l'investigation Internet et l'utilisation de la suite Office, il y a nombreux de fichiers qui vont s'installer, des fichiers temporaires. Vous naviguez sur Internet, c'est des fichiers aussi qui peuvent être temporaires. Il y en a qui restent, mais c'est la base de registre, les cookies. Donc, sont là présentement, mais après ça, dès que vous fermez votre logiciel, il s'efface. Mais avec les logiciels d'enquête, on retrouve tout ce qui est disparu. Donc, c'est un bon... c'est important aussi de penser à nos informations furtives. Ce qu'il y a de particulier, justement, avec cette stratégie-là, c'est qu'il faut connaître sa business. Il faut savoir quelles traces vont laisser tel ou tel logiciel qui est utilisé par notre personne suspectée. Comme on disait, ça va aussi avec la raison pour laquelle vous enquêtez.
Si vous enquêtez sur un disque dur d'un hacker ou d'un fraudeur, vous savez qu'il va y avoir un fraudeur, probablement des fichiers Excel, c'est des documents Word. Donc, vous savez que vous allez aller dans mes documents. Normalement, il va les mettre là. Mais si c'est un hacker, vous êtes dans un autre monde, vous savez. Donc, ça va avec ça aussi. Quoi qu'il en soit, sur un ordinateur, quand on dit effacer, c'est pas vraiment effacer l'information. L'information numérique, une de ses caractéristiques, c'est la persistance. Donc, les données ont tendance à rester en place pendant un bon bout de temps. J'ai déjà eu une enquête. Le gars, il avait communiqué par courriel avec un complice. Il avait effacé le fichier. Il avait vidé la corbeille. Il avait enlevé la sécurité sur la corbeille. Puis, un an après, quand on a fait la perquisition, le fichier, je l'ai trouvé. OK? Fait que, si vous avez un secret que vous ne voulez pas que ça se sache, vous ne le dites pas à un ordinateur. OK? On s'entend là-dessus parce que il y a des fortes probabilités que ça va laisser des traces en quelque part. Et si vous laissez des traces, il y a des chances qu'on les retrouve. Donc, quand vous voyez de la publicité, hey, nous autres, on efface. Hey, OK, lâche-moi. La seule façon d'effacer vraiment un disque dur, il en existe. OK? Mais probablement que la méthode la plus simple, ça s'appelle une masse de 10 livres. Fait que si vous voulez effacer des informations d'un média, c'est probablement le meilleur outil. Mais par contre, il existe des bonnes méthodes pour sécuriser des médias. Ça existe. Faire de la septisation de médias. OK. En ce qui a trait, quand on parle de Slack de fichiers, le concept est bien simple. Je crée un fichier de 4000 octets et avec de l'information à l'intérieur. Ensuite de ça, je l'efface, puis je recrée un nouveau fichier qui est de juste 2000 octets. Alors, il y a comme un 2000 octets qui reste encore sur le média, qui va continuer à persister, qui va rester là pendant des années. Donc, c'est possible de retracer ça. L'idée qui est en arrière de ça, par exemple, dans certains JPEG de certaines caméras, on va retrouver jusqu'à 3 photos similaires de différentes qualités. Okay? On voyait Montagne de Grenoble tantôt, on va la voir ce soir. C'est 3 photos encastrées les unes dans les autres, à l'intérieur du même fichier. Donc, si vous écrasez juste le début du fichier, vous n'écrasez pas les photos subséquentes. Alors, vous commencez à écraser la photo numéro 1, qui est dans le même fichier, mais les 2 autres vont être préservés quelque part pendant un certain temps. Des vestiges d'information, bien, OK, je viens de vous parler du cas du JPEG, mais on peut parler des cas d'espionnage industriel où est-ce que les personnes ont ouvert des fichiers Word qui n'avaient pas d'affaires à ouvrir. En ouvrant le fichier Word, ils ont créé le fichier temporaire qui va avec Word. Il y a toujours un fichier temporaire qui se crée quand on rouvre un fichier Word. Ce qui fait qu'une fois qu'on le ferme, l'utilisateur a l'impression que ça disparaît, mais pour nous autres, le fichier, très, très simple, avec un logiciel comme FTK Imager qui est gratuit, on est capable d'aller rechercher cette information-là. Oh. Conclusion. Comme conclusion, c'est, comme c'est marqué, la clé d'une bonne fouille, c'est d'utiliser un petit peu tout ce qu'on vient de vous présenter. Il n'y a pas une stratégie gagnante, il y en a plusieurs combinées ensemble. Donc, c'est super important. L'enquêteur qui va enquêter sur un crime va y aller aussi dans différentes stratégies.
Même chose en informatique judiciaire, on va y aller avec différentes stratégies. Et ce que je dis à la fin, c'est pour y arriver à faire une enquête informatique, ça prend, oui, les bonnes procédures forensiques, des exigences aussi légales à respecter. Mais je dis souvent dans les cours que je donne à Garneau, c'est les 3 P, c'est des bons produits ou des bons outils, des bonnes pratiques, c'est la passion, la patience, la patience, la patience, et beaucoup de passion. Beaucoup de temps aussi, il faut être méticuleux. Comme professeur, j'en ai eu un très bon. Donc, je dis souvent que Sylvain, c'est mon mentor parce que il est génial. Donc, ça prend beaucoup de patience, beaucoup d'outils. Ça prend aussi, quand on y va en équipe, ça prend des bons collègues. Il faut savoir aussi se dispatcher la job. Excusez si j'ai dit ces mots-là, mais c'est ça. Mais comme lui, consultant tout seul, moi, je ne suis pas tout seul à l'université quand je fais ça, des enquêtes. Mais c'est ça. C'est beaucoup de stratégie, des bons outils, du bon matériel. Comme on a vu et qu'on va voir ce soir, les outils sont gratuits. Il y en a de très bons aussi commerciaux, mais qui coûtent très cher. Mais vous pouvez faire une belle petite enquête sur faites-vous une image de disque dur, puis après ça, amusez-vous avec les FTK. Vous allez trouver bien des choses que vous pensez que vous aviez supprimées pour le bon. Donc, je vous donne aussi 2 liens à la fin. Si vous voulez justement pratiquer Digital Corpora et Linux Leo, 2 très bons sites pour télécharger gratuitement des fichiers pour apprendre à jouer. Moi, je dis souvent, je joue avec mes outils, c'est ça, il faut jouer. Mais par contre, le meilleur moyen de vous initier à ça, c'est d'utiliser ces gratuiciels-là sur votre propre appareil. Parce que vous savez ce qui était là, ce qui a existé, ce qui devrait plus être là. Donc, le jour où vous allez faire ça, vous allez avoir peur. Votre perspective va changer, je vous jure. Vous ne verrez plus les ordinateurs de la même façon. Fait que s'il y en a dans la salle, je sais que majoritairement, c'est des gens de sécurité. Il y a peut-être un petit nombre de pirates dans l'assistance. Méfiez-vous parce que quoi que vous fassiez, ça laisse des traces. Et pour les gens de sécurité, quoi qu'il arrive, ça laisse des traces. Un des problèmes avec les ateliers et les conférences qu'on vous présente, c'est que c'est un petit peu des moyens magiques. Puis vous sortez d'ici en vous disant « Ah, je le sais comment faire. » Sauf que là, ce qu'on ne vous a pas raconté, effectivement, c'est tout le côté procédural, tout le côté légal qui doit être rencontré aussi. Parfait. Merci beaucoup.